pour cette fin de semaine. Connaissez-vous d'abord cette tête ? Alors, si vous n'avez pas encore la réponse, je vous laisse réfléchir et je vous donne une autre photo à déchiffrer. Question, là, de qui s'agit-il ? Eh bien, vous aurez la réponse dans le courant de l'émission, sauf si vous la connaissez. Et si vous ne la connaissez pas, bien rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. C'est ce qui ressort du dernier sondage Odoxa Backbone Consulting. On en parle dans un instant avec Emmanuel Dubarry. On va revenir aussi sur le Congrès des maires. Réaction et coup de gueule dans cette émission d'Antoine Valentin. Il est maire en Savoie. Et il est aux prises avec la baisse des moyens et la hausse des périls. Et puis, les révélations choc de l'écrivain Omar Youssef Souleiman, à l'heure où le CRIF publie un nouveau sondage sur l'antisémitisme chez les Français. Omar Youssef Souleiman s'est infiltré, lui, dans les manifestations pro-palestiniennes et à chaque instant a éclaté la compromission entre les frères musulmans notamment et la France insoumise. C'est du vu, c'est du vécu, c'est bien plus qu'un point de vue. Bonjour Emmanuel Dubarry. Bonjour. Alors, comme nous travaillons à votre notoriété, on va préciser que vous êtes consultant chez Backbone Consulting, qui mesure justement l'impact d'un certain nombre de questions sur les réseaux sociaux. Alors moi, je vous, quand même, puisqu'on parle de notoriété, je vais vous poser une question. Je voudrais savoir si vous savez... Ça sent un peu le piège. Ça sent un peu le piège, votre affaire. Là. De qui s'agit-il ? C'est un ministre de la République, un membre du gouvernement. Ouais, mais là, c'est une notoriété assistée, parce que vous ne savez pas. Eh bien, il s'agit de Gilles Averrousse. Et là où quand même quelqu'un d'affûté comme vous devrait être informé, c'est que Gilles Averrousse est maire de Châteauroux, a été maire de Châteauroux, qu'il a quitté les Républicains l'an dernier à la fin du mois de décembre parce qu'il ne voulait pas s'associer au combat des Républicains pour durcir la loi immigration, et ce qui ne l'a pas empêché d'être ministre des Sports du gouvernement Barnier. Oui, c'est l'actuel ministre des Sports, c'est-à-dire que si il avait été en poste au mois de juillet, ça aurait été lui que l'on aurait vu en lieu et place d'Amélie Oudéa-Castéra. Oui, tu fais partie des 99% des Français qui ne connaissent pas Gilles Averrousse, donc je me sens pas trop en minorité là-dessus, parce que seul 1% des Français le connaissent. Si je vous dis Astrid Panossan-Bouvet, ministre ou secrétaire d'État ? Secrétaire d'État. Perdu. Ministre du Travail. Ministre du Travail. Alors ça nous permet d'ailleurs de saluer la mémoire de son époux, Laurent Bouvet, qui était un des grands contributeurs de Figaro Live et du Figaro TV, et qui est trop tôt disparu, qui est l'auteur notamment de l'insécurité culturelle. Et Astrid Panossan-Bouvet est donc ministre du Travail. Cofondatrice du Parti En Marche, elle est à l'origine de l'aventure macroniste, au tout début. Exactement. Si maintenant je vous donne cette photo et ce nom, c'est Guillaume Casbarian, on va le voir. Lui, il a un peu plus de notoriété, non ? Oui, il est un peu plus reconnu, et notamment sur les réseaux sociaux, où on en entend beaucoup parler, parce que vous l'avez sûrement vu, mais il a félicité Trump de son élection, et félicité surtout Elon Musk de sa nomination à la simplification administrative aux États-Unis, si on caricature un peu son poste, qui est un peu le poste aussi de Guillaume Casbarian. Et donc il l'a félicité et lui a dit qu'il était pressé de partager ensemble les bonnes pratiques pour réduire un peu le poids de la bureaucratie, ce qui est mal passé, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, moi, il y a deux choses qui m'ont intéressé justement sur le cas Casbarian, si je puis dire. C'est que, si je ne m'abuse, sa notoriété est faible, parce que elle est à moins de 5%. Oui, elle est à 2%. 2%. Donc si on demande aux Français qui est le ministre de la simplification, 2% disent Guillaume Casbarian. Ce qui est intéressant, c'est que à la suite de ce fameux tweet où il salue Elon Musk et il le prend même comme modèle. Absolument. Le tweet a suscité énormément de polémiques. Bien évidemment dans les milieux de la fonction publique. Absolument. On a eu l'impression qu'il avait commis une hérésie ou un blasphème. Absolument. Et surtout, son cabinet était consterné, d'après les informations que nous avons pu recueillir. Et depuis, il est très lisse au niveau de ses tweets. Or, quand on voit sa notoriété,
il y a deux choses. C'est que ceux qui se sont émus, c'est quand même une tempête dans un verre d'eau. Ah bah absolument. Et c'est un peu l'enseignement du sondage. C'est que dès qu'on voit les broutilles des guerres politiques entre ministres ou entre députés, on se rend compte que absolument personne parmi les Français ne connaît les ministres. Donc c'est absolument une tempête dans un microcosme politique dont personne vraiment ne prête attention. Et d'un autre côté, entre guillemets, ce bad buzz, en tous les cas, parmi les élites et les milieux autorisés, lui a plutôt servi que desservi. Absolument, parce que sa notoriété sur les réseaux sociaux a beaucoup monté, parce qu'il fait partie des 5 ministres les plus visibles sur les réseaux sociaux. Donc, il n'a pas eu un poids politique énorme, donc c'est quand même intéressant de voir qu'il monte assez haut quand on regarde sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'on revoit surtout, c'est que ce tweet, dans les faits, est assez en ligne avec ce qu'il dit depuis plusieurs mois et ses prises de position, parce qu'il veut rétablir un délai de carence similaire chez les fonctionnaires dans la fonction publique que dans le privé, c'est-à-dire à 3 jours et non pas à 1 jour comme c'est le cas aujourd'hui. Et ce genre de prise de position lui valent des anathèmes de la gauche, et notamment chez LFI et à la NUPES, où il a pris un torrent de réactions parmi tous les caciques de LFI et du Parti Socialiste. Et c'est aussi comme ça que sa notoriété a grimpé, parce que Olivier Faure a tweeté à son sujet, Clémence Guettet, je crois même que Jean-Luc Mélenchon a réagi à son tweet. Donc c'est dans ce gouvernement où personne ne ressort vraiment, et c'est l'enseignement un peu du sondage dont on va parler, et ben cette prise de position lui a permis de gagner un peu en notoriété, ce qui n'est pas inutile dans cette équipe assez méconnue finalement. Et finalement, on peut le dire de ce point de vue-là, c'est que sa loi anti-squat, finalement, il a gagné, parce que c'est grâce à ça, ou c'est à la faveur de ça qu'on a appris qu'il y avait une loi anti-squat qui avait durci. Oui, parce qu'il avait été ministre du Logement, en fait, sous le précédent gouvernement. Et on en avait un petit peu entendu parler, mais plus sur des tons moqueurs, parce qu'il a une grande moustache, il porte le béret. Donc les gens s'étaient un peu moqués de lui, mais de manière sympathique, donc vraiment rien de mal intentionné. Donc il faisait partie d'un certain nombre d'hommes politiques qui sont utilisés, dont sa photo était beaucoup reprise sur les réseaux sociaux par beaucoup d'internautes. Et effectivement, on a appris son bilan à l'occasion de ce bad buzz, ce supposé bad buzz sur Elon Musk. Mais dans les faits, c'est un bad buzz parmi les hommes politiques, mais dans le fond, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui sont opposés au rétablissement d'un délai de carence similaire dans le privé que dans le public. Il y a assez peu de Français qui, je pense, sont opposés à une forme de rééquilibrage, d'égalité entre le public et le privé sur pas mal de sujets. Curieusement, un des autres éléments de ce sondage, c'est qu'on apprend que Rachida Dati n'est pas si connue que cela. Alors, elle est quand même la plus connue, si on regarde en notoriété. Elle fait partie des plus connues. Elle fait partie du top 3. En fait, en notoriété spontanée, c'est-à-dire on demande aux gens, nommez-moi des ministres du gouvernement, et on ne donne pas d'indice. Les gens citent en premier Michel Barnier, Bruno Retailleau et Rachida Dati. Mais Rachida Dati, effectivement, n'est jamais qu'à 22%. À 22%. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas tant connue comme ministre, mais comme Rachida Dati en tant que telle, parce que quand on creuse un peu sur des questions qu'on pose aux Français, 61% des Français disent qu'ils connaissent bien ce ministre et qu'ils savaient quel ministère elle occupait. Mais dans les faits, personne ne sait ce qu'a fait Rachida Dati au ministère de la Culture. Tout le monde la connaît pour son action à la mairie de Paris, en tout cas dans l'opposition, et pour son passé politique. Donc c'est un poids lourd de gouvernement, mais pas tant pour son action à la tête du ministère de la Culture, à part sur Notre-Dame, où là, vraiment, elle a pris beaucoup de lumière, et elle a beaucoup fait parler d'elle sur sa proposition de rendre l'entrée de Notre-Dame payante. Mais est-ce qu'il y a aussi, il n'y a pas un paradoxe, c'est que quand on fait cet exercice, donc justement sur la notoriété spontanée, qui est donc de répondre de citer un ministre du gouvernement, 22% donc cite Rachida Dati, et 6%. C'est pas beaucoup, mais quand on regarde le reste du sondage, cite Anne Genetet. Absolument. Mais ce sont les profs Potentiellement, non, mais elle a été assez visible parce qu'elle a fait une sortie avec Gabriel Attal récemment, notamment sur le harcèlement scolaire. Elle a beaucoup parlé de harcèlement scolaire. Je pense même qu'elle était au lancement de la fondation de Gabriel Attal contre le harcèlement scolaire, donc elle a pris un peu la lumière. Après, le budget d'éducation nationale est le premier poste de dépense du gouvernement, donc il est logique que parmi les ministres, même s'ils sont peu connus, les ministres de l'éducation nationale soient un peu plus connus. C'est la communauté éducative qui la connaît et qui représente quand même une part substantielle de l'opinion. Et je pense quand même qu'elle a été un petit peu visible parce que après les récentes nominations au ministère de l'Éducation nationale sur les 5 dernières années, entre Pape Ndiaye, Jean-Michel Blanquer, Gabriel Attal,
ou Nicole Belloubet, ce sont des nominations qui sont scrutées de près, donc quand elles sont faites, on en parle beaucoup. Et par ailleurs, le sujet de l'éducation en France est un sujet clé dans l'opinion, dont on parle énormément, soit par le manque de moyens, soit par les faits de société qui peut se produire, typiquement en lien avec l'islamisme qu'on a pu voir récemment, ou cette prof qui s'est fait gifler. Et ça implique une réaction de la ministre et du coup de la notoriété quand même plus facilement que pour d'autres ministres. On parlait de Rachida Dati, qui est effectivement dans le top 3 en termes de notoriété spontanée, mais qui est quand même pas un fort taux de notoriété. C'est pareil d'ailleurs pour Bruno Retailleau. Hein. Oui, mais alors Bruno Retailleau, il partait de plus loin que Rachida Dati, parce que Rachida Dati a quand même été ministre sous Nicolas Sarkozy. Elle a quand même le don de créer des événements. Elle était déjà ministre. Et elle était déjà ministre sur le gouvernement précédent de Gabriel Attal. Et par ailleurs, elle a le don de créer des événements. Chaque passage radio de Rachida Dati nous gratifie d'une perle, d'une punchline assez violente contre un opposant en général. On appelle les punchlines de Dati. Absolument. Donc elle est quand même, elle partait pas de zéro. Bruno Retailleau, c'était uniquement, entre guillemets, mais c'est déjà un poste très prestigieux, mais le patron de la majorité sénatoriale à droite. Mais c'est quand même pas un poste qu'il poussait sous les feux de la rampe. Il n'a pas été candidat je ne pense pas qu'il ait été candidat aux primaires de la droite la dernière fois, donc il n'a pas été candidat à des scrutins nationaux, donc il partait très loin. À la présidentielle, oui. À la présidence des LR. À la présidence des LR, oui, absolument. Donc dans les faits, il partait de très loin et il creuse un peu son trou et il est très bien identifié. Et quand on regarde sur le mois dernier, quand on regarde les mentions des ministres et leur communication sur les réseaux sociaux, il se taille la part du lion parmi tous les ministres et même au-dessus de Michel Barnier. Finalement, quand on regarde justement cette slide et quand on regarde également les notoriétés spontanées mesurées par Odoxa, un homme, un seul, tire son épingle du jeu en termes de notoriété assez largement, c'est Michel Barnier. Absolument, et c'est quand même un des enseignements aussi de ce sondage, c'est que Michel Barnier porte le poids politique du gouvernement et l'incarne énormément, et c'est lui que les Français voient et reconnaissent. Parce que lui, pour le coup, il était peu connu hors du cercle. Il était candidat quand même aux primaires de la droite, ou la présidence du parti. Donc il avait eu un peu de la primaire, il avait eu un peu d'assise quand même médiatique à ce moment-là, mais il partait de loin. Il n'avait pas joué un rôle clé sur la scène nationale depuis des années. Finalement, le manque de charisme, ou en tous les cas le manque de charisme qu'on lui attribuait avant de rentrer à Matignon, ne nuit pas forcément la notoriété. En fait, il incarne une vraie rupture par rapport à l'équipe précédente, à l'équipe un peu une époque, une équipe qui était axée beaucoup sur la surcommunication, l'omnicommunication de Gabriel Attal. Il l'incarne dans un temps de tempête, c'est-à-dire où rien n'est stable, un point de stabilité. Il est plus âgé, donc on lui donne comme les bénéfices de l'expérience. Il est plus calme, il est plus posé, il communique moins. Donc c'est là aussi où ses prises de parole ont peut-être aussi plus d'impact parce qu'on le voit moins souvent. C'était un peu la stratégie en termes de communication politique de Jacques Pilan, de la parole rare, du grand communicant de Mitterrand. On parle moins, donc quand on parle, on nous écoute. C'était un peu ce qu'avait mis en place Emmanuel Macron au tout début de sa présidence, dans les premiers mois de sa présidence, où il parlait peu et du coup, chaque prise de parole était extrêmement scrutée. Là, c'est un peu le cas aussi pour Michel Barnier. Et comme dans son équipe, on a très peu de poids lourds politiques, on a très peu de ministres qui incarnent une vraie ligne politique, et dans les faits, on a très peu de ministres qui font de la politique, du coup, c'est Michel Barnier qui récupère tout ce bonus de notoriété. Est-ce que notoriété rime pour Barnier avec popularité ? Alors, pas vraiment. C'est aussi un des enseignements du sondage, parce que quand on regarde les enseignements, on demande aux Français s'ils ont une bonne opinion de tel ou tel ministre. Michel Barnier, on a 35% de bonne opinion. C'est quand même le ministre le plus populaire. Le Premier ministre, c'est quand même le plus populaire. Donc ou le moins impopulaire. Le moins impopulaire, voilà, exactement, le moins impopulaire. Ce qui est intéressant, c'est que ce niveau est assez haut, est assez aligné avec ses prédécesseurs, parce que quand on regarde un peu ce qui s'est fait avant les anciens gouvernements, que ce soit Édouard Philippe par exemple, il oscillait entre une cote de popularité, c'est-à-dire une bonne opinion entre 45 et 35% pendant 2 ou 3 ans. Et idem pour Borne, qui elle, pour le coup, à cause des 49.3, avait une opinion un peu plus négative, parce qu'elle oscillait entre 25 et 28. Donc il est au-dessus de ses prédécesseurs, donc c'est quand même une bonne opinion, mais c'est pas non plus la panacée. Quelles leçons on tire de cette absence de notoriété globale du gouvernement Barnier ? Si on fait l'analogie, c'est un peu, et je pense que c'était aussi mentionné dans vos colonnes aujourd'hui, une équipe de foot.
Et c'est un peu, si vous me permettez la comparaison, l'équipe de France de football, on ne prend pas Karim Benzema qui est très clivant et qui va avoir un impact négatif sur le groupe, mais on prend plutôt des joueurs un peu moins connus, donc des ministres un peu moins connus, qui n'ont pas forcément un poids politique très fort, pour essayer de garantir une forme de cohésion dans l'équipe. Alors ça marche et ça marche pas. À l'Élysée. Et pas de faire trop... ou à Matignon. Mais alors cette stratégie ne marche pas toujours, parce qu'on le voit bien, le ministre de l'économie est entré en guerre contre Michel Barnier cette semaine en remettant en cause la politique qui va être mise en place. Non, du ministre de l'économie. Antoine Armand. Il est à peine plus vieux que moi, donc on le connaît un petit peu, et il fait beaucoup parler de lui. Aussi parce qu'on est en pleine discussion budgétaire, donc c'est logique que le ministre de l'économie soit visible. On a une surprise quand même en troisième place du podium. Oui. Quand on regarde justement les réseaux sociaux, on tire une première leçon. En tous les cas, il y a quelque chose qu'on se dit tout de suite, c'est que la notoriété mesurée par les sondages n'est pas la même que celle mesurée par les réseaux sociaux. Oui, mais alors aussi parce que sur cette diapositive que vous montrez, c'est basé sur les volumes sur la semaine passée, sur les 7 derniers jours. Et au cours des 7 derniers jours, il y a une polémique en Israël avec Jean-Noël Barrot, qui explique sa présence, qui explique sa présence là. Surprise, absolument. Il est bien inattendu, et on le retrouvera probablement pas les semaines prochaines. C'est la surprise liée à ce qui s'est passé, à l'incident qui s'est passé sur le Mont des Oliviers. Exactement. Donc ça a fait beaucoup réagir. Lui-même a beaucoup communiqué sur le sujet, donc c'est logique qu'on le retrouve là cette semaine, mais on le retrouvera pas la semaine prochaine. Question cette fois-ci aux consultants que vous êtes, Emmanuel Dubarry, face à ce déficit de notoriété. Quel conseil vous donneriez à ces ministres ? Ont-ils intérêt à communiquer ou bien à suivre le mantra de Jacques Pillan de la parole rare ? Ça dépend de ce qu'ils veulent faire. Parce qu'en fait, si remaniement il y a et quand il y en aura un, on regarde le bilan de chacun des ministres, on voit ce qu'ils ont fait. Donc si on n'a pas de bilan visible, ils n'ont aucune chance de se maintenir. En revanche, si on voit qu'ils ont été présents, qu'ils commencent à peser politiquement, ils auront plus de chances d'être maintenus. Donc les ministres auraient plutôt intérêt, dans une équipe justement où personne ne ressort. Guillaume Kasbarian n'a pas une stratégie complètement surannée. Le fait de prendre la parole sur Twitter, de créer un bad buzz, de devenir l'ennemi numéro 1 de LFI et du nouveau Front Populaire, c'est pas forcément idiot. Vu que personne ne ressort, il n'y a pas besoin de faire beaucoup pour ressortir. Donc à la rigueur, comme ils ont peu de poids politique, ils ont plutôt intérêt à prendre des risques politiques, parce que le contexte le demande. On a besoin, je pense, les Français le demandent, de ministres qui soient ambitieux, qui portent des réformes structurelles. Or, personne ne le fait. Donc, il ne faut pas en faire beaucoup pour être vu. Merci beaucoup, Emmanuel Dubarry. Bon, je donne la réponse quand même, puisqu'on a posé la question au début de cette émission et qu'il n'y a pas de jeu. Il ne faut pas envoyer de SMS avec des codes, etc. Donc, la personne qu'on a montrée au tout début, il s'appelle Paul Christophe et qui est ministre des Solidarités et de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et puis, ensuite, on a montré Valérie Létard. C'est un peu plus cruel, le manque de notoriété de Valérie Létard, puisqu'elle a été quand même, c'est pas la première fois qu'elle est au gouvernement, et elle est ministre du Logement. Même quand on regarde d'autres ministres qui étaient au gouvernement avant, ils sont pas beaucoup plus populaires que ceux qui n'y étaient pas les membres de l'équipe précédente. Ça fait quand même depuis François Hollande qu'on se demande qui sont les ministres qui sont au gouvernement. Merci beaucoup, Emmanuel Dubarry. Ce sondage est à retrouver sur le site du Figaro et de Backbone Consulting et bien sûr d'Odoxa. On parlait de Michel Barnier, non seulement parce que c'est le seul à avoir la notoriété qui surnage, mais il a été également cette semaine il sera l'invité d'abord d'un grand événement du Figaro, qui est le Big Bang Santé, qui aura lieu le 4 et 5 décembre prochain. Vous réservez déjà votre date et ce sera à suivre sur le site du Figaro. Et il a été aussi cette semaine l'invité du Congrès des maires de France. Qu'en retiennent-ils ? Ont-ils été convaincus par son discours ou par ses promesses, notamment celle-ci ? Je voudrais renverser cette tendance qui fait que les collectivités que vous représentez, et je pense aussi aux départements devant lesquels je m'exprimais la semaine dernière, ont le sentiment d'être venus au fil du temps, et malgré la décentralisation, ou l'esprit de la décentralisation, d'être devenus de véritables sous-traitants de l'État. Ce n'est pas ça la vocation des communes. Voilà. Et je veux le dire clairement et solennellement, je le répète, il n'est pas normal ni juste de montrer du doigt les communes ou les collectivités locales ou territoriales comme si elles étaient responsables de ce déficit. Ce n'est pas vrai et je ne le ferai donc pas. Bonjour Antoine Valentin. Ces propos de Michel Barnier vous ont-ils, j'allais dire rassuré, mais en tous les cas,
y avez-vous été sensible ? Écoutez, on a un Premier ministre qui a fait un effort, celui de venir parler aux élus, avec d'ailleurs un aéropage de ministres, même si un certain nombre sont inconnus. Et il a tenté de venir donner un certain nombre de gages, sans aucun engagement d'ailleurs, quant à l'avenir de nos collectivités, et plus particulièrement du budget de nos collectivités. Alors il l'a fait avec talent, mais au-delà de la forme, on attend des annonces sur le fond, pour garantir des budgets viables pour nos petites collectivités. Ce n'est pas simplement une suspicion, un scepticisme d'un Haut-Savoyard à l'égard d'un Savoyard. Hein. Pas de concours entre Savoyards et Haut-Savoyards ici, simplement le témoignage d'un jeune maire, d'un élu local, qui sait que chaque euro de son budget municipal compte au service de ses administrés et des Français. En clair, si je vous écoute, si je vous suis, vous n'avez pas été rassuré par ce qu'a dit le Premier ministre. Il n'a fait aucune annonce tangible, fiable. Il a annoncé qu'il allait certainement réduire l'effort de contribution de 5 milliards. D'ailleurs, les élus locaux estiment que celui demandé par le projet de loi de finances est plutôt de 11 milliards sur le budget de nos collectivités, sans prendre aucun engagement. Il a su manier l'humour, il a su manier les jeux de mots, faire valoir son expérience, mais tout ça ne remplacera pas des annonces fermes. Alors, vous faites un calcul, pardonnez-moi, de 11 milliards. Bon, le Premier ministre, lui, réclame 5 milliards d'euros d'économies aux collectivités locales, dont les mairies, mais pas simplement aux seules communes. Est-ce vraiment excessif ? C'est excessif parce que cette économie vient à la suite d'un désengagement de l'État des territoires. Vous savez, moi, je suis maire d'une commune dans laquelle la gendarmerie n'accueille plus de public, dans laquelle les services publics ont fermé les uns après les autres. Et aujourd'hui, ma mairie, elle a dû embaucher des policiers municipaux pour pallier l'absence de gendarmes. Elle a dû créer une maison des services publics qui lui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros par an pour pallier l'absence des services publics de l'État. Donc c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et au-delà de ça, vous savez, les élus locaux ne se battent pas pour leur budget, ils se battent pour leurs administrés, qui sont souvent les administrés oubliés des politiques publiques parce que silencieux, besogneux, qui ont déjà vu un à un les services publics fermés, un à un les guichets fermés, les services des municipalités qui ont dû être réduits. Et moi, je suis un maire qui fait la chasse aux dépenses tous les jours. Contrairement à l'État, moi, j'ai réduit ma masse salariale chaque année de 5%. Et ces efforts, je les fais pour éviter d'augmenter les impôts sur mes administrés. Et aujourd'hui, je vois mal comment, dans cette équation budgétaire, je peux maintenir un service public de qualité. Une fronde est en train justement de monter contre cette injonction à diminuer les dépenses. Vous vous y associez ? Je m'y associe pour mes administrés tout en disant que je suis un maire heureux. Et c'est là le paradoxe. Nous nous battons pour nos administrés tout en étant conscients d'avoir des beaux mandats, certainement les plus beaux de la République. C'est rare de dire ça parce que le problème, ce qu'on trouve et qu'on voit depuis quand même plusieurs élections municipales, c'est que de moins en moins de personnes ont envie d'aller à ce poste où on est, je reprends l'expression souvent citée par mon excellent confrère Yves Tréhard, à portée d'engueulade. Nous sommes à portée d'engueulade, certes, mais nous sommes surtout au contact de la population française. Et au-delà des stéréotypes, moi je trouve que mes administrés sont des gens qui méritent que l'on se batte pour eux, qui sont parfait. Globalement sympathiques. Vous réutiliserez ça pour votre prochaine campagne municipale. Je garderai l'extrait. Mais sincèrement, je trouve que il y a beaucoup de sens à se mettre à disponibilité de sa collectivité, de sa commune et de porter des actions concrètes. Et les Français ne s'y trompent pas, 70% des Français sont satisfaits de leur maire. Et c'est l'homme politique préféré des Français parce que c'est un homme ou une femme d'ailleurs engagée dans le concret, au service des autres. Et c'est là, je crois, la beauté du mandat de maire, ce qui n'occulte pas les difficultés statutaires et budgétaires notamment. Je reprends ce que vous disiez justement sur l'effort qui est demandé. Vous dites que c'est un effort excessif. J'ai bien noté qu'il y a un problème justement sur le désengagement de l'État. D'abord, une baisse des contributions avec, même si c'est compensé, la suppression de la taxe d'habitation, encore que quand même, on pense de plus en plus à la rétablir. Est toute relative, vous savez. D'accord. Soit la disparition d'un certain nombre de services publics qui vous oblige à vous à refaire des dépenses pour trouver des compensations par rapport à ça, je l'entends. Maintenant, n'y a-t-il pas dans l'ensemble des collectivités locales et en particulier ce qui se fait autour des communes, n'y a-t-il pas quand même un gras dans lequel tailler ? Je pense aux intercommunalités notamment.
Certainement, les différentes réformes territoriales ont amené notre État à se structurer dans des strates toujours plus importantes, avec des compétences qui demandent de plus en plus de technicité. Là où il fallait, il y a quelques années, un agent dans une collectivité pour porter un PLU pendant un an, il en faut plan local d'urbanisme. Pardon, je parle en expert et en technicien, mais il en faut désormais plusieurs pour porter les mêmes travaux. Vous êtes victime des intercommunalités. Et exactement. Et vous savez, quand vous avez porté votre PLU, vous allez voir la DREAL, vous allez voir la DDT, vous découvrez... Alors là, il va falloir nous donner des traductions. Une dizaine, voire une quinzaine de services publics de l'État qui sont entre l'administration locale, la mairie et l'État central. Et tous ces gens viennent vous mettre une strate de contraintes, de normes supplémentaires. Et là où il y a certainement un effort à faire, c'est dans la décentralisation de l'État dans les territoires et dans ces agences. Mais précisément, Antoine Valentin, ces organismes-là émanent d'une politique de décentralisation. Donc, racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Comment vous, quand vous avez besoin de prendre une mesure, par exemple des travaux de voirie, quelles sont les démarches que vous avez à faire? Est-ce que, en prenant une décision validée par votre conseil municipal, vous avez plus ou moins de contraintes? Et si vous en avez plus, racontez-nous rapidement comment ça se passe. Je vais vous donner un exemple, c'est le dispositif Petite Ville de demain. C'est un dispositif qui a été lancé en grande pompe par l'État il y a quelques années, qui devait permettre à des bourgs-centres, comme ma commune, de bénéficier d'un certain nombre de subventions supplémentaires. Pour pouvoir bénéficier de ces subventions, l'État nous a vivement encouragés à embaucher des chargés de projet qui ont passé plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années, à faire des études et des projets de territoire. Une fois ces projets de territoire réalisés, nous avons... Donc vous avez un chargé de projet qui est dédié à la commune de Saint-Joire. Que l'on doit embaucher pour pouvoir plus tard émarger à des subventions. Ce chargé de projet doit travailler... Vous allez payer quelqu'un pour pouvoir toucher de l'argent. Exactement. Et ça dure pendant plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années. Ça nécessite des délibérations. Et enfin, in fine, à la fin du dispositif, peut-être que sur certains projets, on arrive à économiser, à obtenir quelques dizaines de milliers d'euros de subventions. Et donc, de cette façon, on crée de l'emploi. Dont la masse salariale utilisée pour payer cette personne. Exactement. Tout est très compliqué et tout devient, quand vous faites par exemple une salle des fêtes, les cahiers des charges et les normes sont pléthoriques. Il vous faut un architecte, un bureau qui contrôle l'architecte, un bureau qui vous aide à aller chercher des subventions, un bureau qui s'assure que l'accessibilité PMR existe, que... PMR, racontez-nous. Alors, pour les personnes en situation de handicap, à mobilité réduite. Mais tout est très compliqué. C'est chose qui... Enfin, ça, il y a des normes de sécurité qu'on peut tout à fait comprendre, notamment d'un tout à fait, mais on pourrait faire confiance aux élus sur le fait qu'ils sont en mesure de respecter seuls, sans avoir à prendre maintes et maintes cabinets de conseil et de vérification. La liberté d'un élu... Ça a augmenté, tous ces... Ça a augmenté, c'est très lourd. Vous savez, moi, je suis en train de faire une bibliothèque. Ça fait 1 an et demi que je travaille sur ma bibliothèque et je n'ai pas encore pu présenter mon dossier de subvention. Ça donne une idée de... Mais pourquoi vous avez besoin de subventions? Est-ce que Parce que nos budgets sont trop faibles et on a fait un jeu qui est un jeu de dupes pour cornaquer les collectivités. Et alors, question... un père de famille, ne pouvez-vous pas adapter votre dépense à vos moyens? Faire une bibliothèque moins ambitieuse, mais qui rentre dans vos moyens. Alors, la bibliothèque de Saint-Georges n'est pas ambitieuse, elle est fonctionnelle, vous l'imaginez bien. On a progressivement réduit les dotations des collectivités pour les contraindre à bénéficier d'un certain nombre de subventions pour pouvoir porter des projets similaires dans leur territoire. Pour bénéficier de ces subventions, il faut se plier à un certain nombre de politiques publiques. C'est une façon de cornaquer l'investissement et le fonctionnement des collectivités. Pour pouvoir faire votre bibliothèque, il faut répondre au cahier des charges de la DRAC, par exemple. Autre question. Il y a quelque chose qui est fort fascinant. Vous, les maires, en êtes justement l'incarnation, mais on l'entend de plus en plus qu'il y a d'un côté une contestation par rapport à l'empilement des normes et de l'autre côté un nombre incalculable de subventions. Si on veut simplifier, je vous dis ça comme ça, on raisonne, mais si on veut simplifier, il faudrait avoir moins de subventions, moins de normes et donc d'avoir plus de moyens. Par exemple, si aujourd'hui, puisque on entend beaucoup la contestation autour de la taxe d'habitation. Si aujourd'hui la taxe d'habitation était rétablie, je note d'ailleurs, je vois dans certaines communes qui sont réputées pour avoir une fiscalité légère, elle est en train en ce moment d'augmenter et on va arriver à un niveau de dépenses et surtout de prélèvements qui va être comparable à l'époque où il y avait la taxe d'habitation. Bon. Mais je n'ai pas dit que c'était du tout votre cas. Enfin, dans d'autres cas, ça l'est. Est-ce que si
on rétablit cette taxe d'habitation, vous aurez les moyens que vous contestez, les moyens que vous réclamez jusqu'à présent. En tout cas, je crois qu'un budget souverain des collectivités qui leur permette d'exercer seuls leur projet, qui est un projet qui est populaire et qui est passé par les voix de ses administrés aux élections municipales, est en effet une solution plutôt que d'aller à la pêche aux subventions qui à la fois cornaquent les collectivités et les oblige à s'inféoder à un certain nombre de strates de collectivités. Sur la taxe foncière, certaines collectivités ont augmenté leur taxe foncière. D'autres ne l'ont pas faite. La mairie de Saint-Jean ne l'a pas faite et a préféré réduire ses coûts de fonctionnement. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le cas d'une collectivité qui est bien gérée. Elle a réduit ses coûts de fonctionnement, elle n'a pas augmenté ses impôts. Je me suis même désendetté. Et donc, je risque, au vu des réformes budgétaires à venir, d'être considéré comme une commune aisée. Et donc, je serai puni puisque je vais surcontribuer à l'effort demandé de 5 milliards aux collectivités. Il y a là un enjeu de justice entre les territoires. Il y a effectivement des territoires qui sont mal gérés. Je pense à un certain nombre de grandes villes françaises. Et puis, il y a tout un tas de territoires qui sont gérés en bons pères de famille. Il y a un sondage de l'IFOP avec Politica qui vient de sortir qui dit qu'un maire d'un territoire rural sans étiquette a 74% de taux de satisfaction dans sa collectivité, quand un maire de gauche d'une grande ville française atteint seulement péniblement 35%. Je crois qu'il y a là deux paradoxes. Vous avez, dans un autre ordre d'idées, Antoine Valentin, connu 2 épisodes médiatisés qui sont assez inquiétants. Un mineur qui projetait un attentat à la Défense et qui était scolarisé dans votre commune, et un mineur isolé, accueilli là dans une commune voisine de la vôtre, qui a poignardé son éducateur et mis le feu à la maison d'accueil. Aujourd'hui, vous avez les moyens. Que pouvez-vous faire d'ailleurs face à de tels événements ? Aujourd'hui, on a quelques moyens qui sont très limités, la vidéoprotection notamment, et l'usage d'une police municipale. Vous contestiez les maires de gauche, mais enfin maintenant même des maires de gauche, pas loin de chez vous, à Villeurbanne notamment, ou bien à Bordeaux, recours quand même à des mesures qui étaient plutôt des mesures, l'apanage des maires de droite. Le temps faisant, le bon sens intervient partout, heureusement, des polices municipales. Mais ces moyens sont très limités. Moi, dans ma collectivité, j'ai 2 policiers municipaux, je ne serais pas en mesure d'en prendre un 3e ou un 4e à court terme. Donc ça pose une question plus globale. Moi, mes policiers municipaux, ils ont globalement toujours les mêmes clients, qui sont les récidivistes, et c'est les mêmes clients que les gendarmes. Et donc il y a une nécessité d'avoir une action dans la durée. À la fois, nos moyens municipaux sont trop faibles pour occuper le terrain en permanence et doivent être appuyés par les forces de l'État qui sont en réduction dans nos territoires ruraux. On nous a annoncé il y a peu de temps, en tout cas l'année dernière, le ministre Darmanin nous a annoncé l'arrivée d'un certain nombre de nouvelles casernes en France. Je crois qu'il y en a peu qui sont sortis de terre. En tout cas, moi, dans ma caserne, on n'accueille plus le public et tous les postes ne sont pas pourvus. Donc il faudra des moyens de l'État sur le terrain aux côtés de notre police municipale, mais une politique pénale qui soit certainement plus impliquée et plus répressive. Il y a une autre question que je vais vous poser, c'est là plutôt sur le tissu économique. Vous avez connu la fermeture d'une usine, l'usine Avian, et les pertes d'emplois qui en découlent. Est-ce que vous êtes inquiet de la désindustrialisation et quel a été l'impact d'ailleurs chez vous localement ? Je suis très inquiet de la désindustrialisation. J'ai 32 ans, quand je suis né, il y avait plus de 1200 emplois industriels dans ma commune. Aujourd'hui, il n'y en a plus aucun. Donc on a appauvri les territoires en sabordant notre outil industriel, en le jetant dans les bras de la mondialisation sans aucune protection. Je suis dans un territoire de montagne, il nous reste une petite station de ski qui elle aussi souffre du réchauffement climatique et de la doxa d'un certain nombre d'écologistes radicaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, la production de neige de culture est quelque chose de très difficile. La neige artificielle, on subit par exemple des sabotages et des campagnes d'intimidation. Est-ce qu'il n'y a pas un impact quand même environnemental ? Il y a clairement un impact environnemental qui est maîtrisé et on le fait en bon père de famille, mais il y a surtout des gens qui en vivent. Et aujourd'hui, on ne s'amuse pas à avoir des stations de ski sur nos territoires pour s'amuser. C'est pas un loisir. C'est une source d'emploi. C'est la plus grosse source d'emploi de notre territoire en période hivernale. Et donc, on a sabordé notre outil industriel, comme on avait d'abord sabordé notre outil nucléaire. On va saborder aujourd'hui notre outil touristique. Et il ne restera dans nos territoires plus rien, sauf peut-être l'exode rural et le retour aux années 50. Il restera quand même toujours les magnifiques paysages de Savoie et de Haute-Savoie. Juste une dernière question quand même concernant la problématique du réchauffement climatique et des stations de moyenne montagne, on va dire. En Haute-Savoie, quand même,
on considère que vous êtes moins concerné que dans le Massif central ou que dans les premières stations des Pyrénées ou des Pyrénées-Atlantiques, par exemple. On est concerné. Moi, ma station est une station de moyenne altitude. Le réchauffement climatique est un état de fait que personne ne conteste, mais nous n'en sommes pas les responsables et bien les victimes. Et aujourd'hui, on a le sentiment d'être pointé du doigt. Nous avons le sentiment d'être même mis au rang des accusés de ce réchauffement, alors que nous en sommes les victimes. Et un territoire en transition, c'est un territoire qui doit rester prospère. La décroissance, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de facultés à proposer d'appliquer dans les états-majors de partis écologistes à Paris, dans les territoires. Il faut avoir le courage d'aller voir des gens et de leur expliquer qu'ils vont perdre leur emploi, qu'ils vont devoir faire autre chose. Et autre chose, dans des territoires ruraux, il n'y a pas beaucoup de solutions, surtout quand on les a désindustrialisés. Une toute dernière question, Antoine Valentin. On parlait justement des moyens d'augmenter les dotations, ou en tous les cas de réduire les dépenses. Finalement, une réforme territoriale ou une réforme administrative qui consisterait à supprimer les intercommunalités, à rendre le pouvoir aux maires, ne serait-elle pas justement un bon moyen de lutter contre les dérives de l'administration administrante ? En tout cas, les collectivités savaient travailler entre elles intelligemment sans la structure de l'intercommunalité. Donc effectivement, il est peut-être envisageable de supprimer des strates au profit de plus d'actions sur les territoires au service des habitants et certainement plus de liberté entre collectivités qui souhaitent, elles, travailler entre elles sans avoir besoin d'une plateforme structurelle et juridique pour le faire. Merci beaucoup Antoine Valentin et merci d'avoir justement éclairé les téléspectateurs et téléspectatrices du Figaro, des internautes aussi, sur ces questions épineuses et parfois qui sont quand même paraissent assez abstraites pour les internautes et les téléspectateurs, sachant que chacun d'entre nous est quand même un administré. Merci beaucoup Merci Antoine Valentin et on salue bien évidemment tous ceux qui nous regardent depuis la Haute-Savoie, depuis ces magnifiques régions. Dans un instant, on revient sur les révélations de l'écrivain Omar Youssef Souleymane, et sur les relations plus qu'étroites entre la France insoumise, la gauche radicale et les mouvements islamistes. C'est ce qu'il a notamment constaté le 5 octobre dernier, rien qu'avec la cohabitation des drapeaux, des slogans LFI et pro-palestiniens. Mais comment voulez-vous que le droit international soit respecté partout dans le monde s'il est en échec au Proche-Orient ? Et donc, n'oublions pas tout ce qui a été fait pendant des décennies, cette politique coloniale par de l'État d'Israël et de ses gouvernements successifs. Nous l'oublierons. Une année de guerre totale, conduisant à une catastrophe humanitaire. Bonjour Omar Youssef Souleymane. Bonjour. Je n'aurais jamais imaginé que je serais obligé de me déguiser pour participer à une manifestation. C'est ce que vous écrivez dans le dernier numéro du Figaro Magazine. Et vous faites allusion à une manifestation où on scandait les mêmes slogans que dans un pays, dans un régime que vous avez fui, la Syrie de Bachar al-Assad. C'est le drame quand même, oui. Effectivement, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, parce qu'en Syrie, on se déguisait pour ne pas être arrêté, torturé de la part de la police, de régime policier. Eh bien, je me suis réfugié dans la France. Enfin, la France de Paul-Éluard, la France de Lumière. C'est pas pour me redéguiser à nouveau pour pouvoir manifester au cœur de Paris. Donc ça c'est vraiment paradoxal, mais malheureusement j'étais obligé de le faire pour dévoiler certaines vérités que je trouve très menaçantes, très, très dangereuses pour notre pays. Alors précisément ces vérités, et en tous les cas ce que vous avez vu, vous le racontez en exclusivité dans le Figaro Magazine et ici sur le Figaro TV. Un slogan, une cause commune, dites-vous, c'est Abat Israël. Il y a une seule haine entre finalement ces deux pôles que sont la gauche radicale d'un côté et les islamistes de l'autre. C'est la haine de l'État hébreu. Effectivement, ça se voit d'ailleurs, Abat Israël, cela n'a rien de tout.
Vous savez, dès le début, depuis le 7 octobre, il y a un renversement de rôle. C'est-à-dire, et les filles et les islamistes en France, ils jouent les victimes de cette guerre. Comme quoi, c'est Israël le coupable de ce qui s'est passé le 7 octobre. Ça, c'est intelligent d'ailleurs, hein, et ça marche malheureusement. Alors, parmi les slogans... Vous vous rappelez d'ailleurs que c'est l'une des toutes premières réactions, le jour même du 7 octobre, des responsables et des élus insoumis. Y compris Mélenchon ou la communiqué de presse de LFI. C'était honteux de réagir de cette manière. Comme quoi, et là on pose la question et on a le droit. Pourquoi vous ne condamnez pas? Ils ont réagi en disant les causes de ce massacre, donc qui était le pogrom du 7 octobre, sont à rechercher du côté d'Israël. C'est-à-dire justifier, tout le temps, justifier les pogroms, justifier les massacres de Hamas, éviter à tout prix, dans toute leur intervention, à qualifier le Hamas d'une manière vraiment claire comme un mouvement terroriste, ce que s'est passé le 7 octobre. Et vous savez, d'ailleurs, il répète toujours, surtout Rima Hassan, comme quoi que cela n'a pas commencé le 7 octobre. Évidemment que ça n'a pas commencé le 7 octobre. Cela a commencé il y a des dizaines d'années avec un projet djihadiste préparé par les frères musulmans contre les juifs au Proche-Orient, depuis l'époque de Hassan al-Banna, s'ils souhaitent préciser ça. Qui était... C'est Hassan al-Banna, c'est le créateur des frères musulmans dans les années 20. Voyez. Donc c'est dans les années 20. Éliminer les juifs, ça c'est très clair. Alors en revenant dont l'un des petits-fils, c'est Tariq Ramadan. Justement. Et slogan, pour ce que vous citez, effectivement, Abba Israël, ça n'a rien du tout. Parce qu'on entend aussi, par exemple, Israël casse-toi, la planète n'est pas à toi. Israël est coupable. Oui, je vous en prie. Il y a une myriade de slogans anti-israéliens. C'est énorme, en fait. Et barbo ce qui est écrit et ce qui est répété et dit. Ce qui est frappant dans ce que vous racontez, c'est le nombre de manifestations anti-israéliennes depuis le 7 octobre et à chaque fois la présence non seulement de militants, mais surtout de dirigeants et d'élus de la France insoumise. Et ils sont toujours là. Ou d'Europe Écologie Les Verts. Ils sont toujours là, vraiment dans chaque manifestation. Et plus précisément, ils sont toujours, ou disons souvent, avec la tribune d'Urgence Palestine. On va revenir justement sur Urgence Palestine. Il y a quelque chose qui est très frappant avant d'y revenir dans ce que vous pointez, dans ce que vous avez remarqué, dans ce que vous racontez, c'est la posture rhétorique qui à la fois se base d'un côté sur un discours victimaire et de l'autre des slogans violents. Ce qui frappe, c'est la violence et l'agressivité des slogans. Évidemment. En fait, c'est pas que les slogans, mais aussi les faits. Par exemple, le 15 octobre, il y avait une manifestation énorme à Place de la République. J'étais devant la tribune d'Urgence Palestine où il y avait vraiment tous les élus et les députés de LFI, y compris Mathilde Panot, et même Mélenchon était là, Rima Hassan, Louis Pouillard, etc. Et j'étais devant la tribune. Et derrière moi, il y avait un slogan répété, Ya Sayyid Mishan Allah, Ya Sayyid Allah, avec même c'était écrit, ça veut dire il s'oublie Hassan Nasrallah ou Hezbollah, aller encore plus loin pour détruire Israël. C'est-à-dire, on avait les trois, on a Urgence Palestine et les filles qui organisent la manif. C'est pas, ils ne participent pas, hein, ils organisent la manif. Eh bien, il y avait ce slogan. Juste une heure après. Donc on va voir justement le slogan. Oui, pardon. Et une heure après. Ouais. Une heure après, ils ont attaqué McDo juste à côté, rue du Temple. Ils ont essayé de le brûler, casser les vitrines et attaquer les. C'est-à-dire, c'est pas juste de l'agressivité des slogans, mais aussi de faits. Oui. Il y a une violence physique. Évidemment. Oui. Et qui, souvent, notamment dans les manifestations de la gauche et de la gauche radicale, les violences émanent de groupes qui sont placés avant, d'activistes connus pour leur violence, et de ce qu'on appelle les casseurs. Mais le gros de la troupe, lui, n'est pas associé à cette violence. Moi, je sépare les deux, désolé, parce qu'en fait, il y a comme un programme prévu, appelant à la violence, appelant à la haine, et cela se voit très clairement à travers les mouvements se trouvent sur place. Et Urgence Palestine, les islamistes, les djihadistes, se trouvent aussi les anticolonialistes, se trouvent aussi les antifa, et se trouve l'extrême gauche. Oui. Il y a quelque chose qui les unit. Qu'est-ce qui les unit, tous ces gens? À mon avis, c'est l'antisémitisme et la violence. C'est très clair. Alors, on va y revenir justement parce que il y a un certain nombre de choses qu'on voit, qu'on entend, puis d'autres qu'on n'entend pas. Alors,
il y a, vous l'avez dit, des slogans qui sont écrits dans une langue étrangère, l'arabe en l'occurrence, et vous dites la traduction, on a vu la banderole, on va la revoir, c'est « Nous arrivons Nasrallah », c'est-à-dire allusion à Hassan Nasrallah, qui a été donc tué dans une frappe israélienne au mois d'octobre. Et ce qui est frappant, là, c'est qu'on voit la collusion des insoumis avec deux organisations, le Hamas et le Hezbollah, qui sont deux organisations terroristes. Évidemment, ils sont classés terroristes. Ce que vous savez, ce qui est paradoxal, c'est que Hezbollah n'est pas seulement classé terroriste en France ou en Europe. Même, vous savez, si c'est une manifestation, pour résumer tout, un sort de ces manifestations qui sort aujourd'hui en Arabie Saoudite, en Émirats, même en Égypte, ils seront tous en prison. Ils ne peuvent pas manifester là-bas. Ils manifestent ici en Europe pour profiter de la démocratie européenne, y compris en France. Oui, vous en prie. Ce qui est frappant d'ailleurs, c'est que vous racontez ça sur des manifestations comme ça. Mais il est arrivé de couvrir également des manifestations anti-israéliennes en 2014, en 2015 notamment, et en 2014 en particulier, où il y a eu quand même pas mal de violences dans Paris déjà à ce moment-là. Parce qu'il y avait la guerre d'ailleurs entre Hamas et en 2014 justement. Exactement. C'était l'un des épisodes de la longue guerre entre le Hamas et Israël lancée en 2009 après l'opération Plan Durci. Mais ce qui était très frappant, c'était de voir les insoumis et la gauche radicale, les écologistes également, le nouveau parti anticapitaliste, le NPA d'Olivier Besancenot, manifester derrière les soutiens de Mohamed Morsi qui venait d'être destitué par l'armée égyptienne, effectivement dans un coup d'État, mais Mohamed Morsi qui, d'un point de vue économique, est l'incarnation de l'ultra-capitalisme. Oui, c'est ça ce qui est marrant. Oui, d'ailleurs, les frères musulmans, ils sont ultra-capitalistes. Ce qu'ils disent, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font. Ce qu'ils disent, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font. Mais bon, personnellement, ce qui m'intéresse dans tout ceci, c'est ce qui se passe ici, vous voyez, à Paris. Ce qui était toujours flippant, c'est de se retrouver place de la République en répétant, en écoutant ces slogans qu'on entendait en Syrie, dans la même ambiance, dans la même atmosphère extra-radicale. C'est-à-dire, franchement, dans chacune de ces manifestations, je n'étais pas en France, j'étais en Syrie dans les années 2000, à l'époque de la 12e intifada, ceux qui appellent à détruire Israël, ceux qui appellent à tuer les Juifs. D'ailleurs, Rami Shas, c'est vous parlez de l'Égypte et de Morsi. Rami Shas était emprisonné en Égypte pendant 3 ans parce qu'il était accusé de financer des projets terroristes là-bas. Puis il demande l'asile en France. Là, aujourd'hui, il est en France et il est dans toutes ces manifestations. Et lui, il ne déclare jamais en français, je ne sais pas s'il parle le français, mais il parle toujours en arabe. Et vu que je comprends l'arabe, il ne dit pas Israël, il dit les Juifs. Voilà, clair, vous voyez. Alors ça, c'est important. Et la traduction en français de la part d'Omar Assoumi, c'est toujours israélien et pas des juifs. Donc ils vont pas se moquer de nous. On n'est pas si dupes, vous voyez. Alors ça c'est intéressant parce que c'est ça qui m'a frappé quand je vous ai lu. Pardon, mais je voyais des slogans violents, des slogans haineux. Mais il n'y avait pas de slogan, en tous les cas en français, explicitement antisémite. Alors justement, c'est ça le débat aujourd'hui. Mais d'abord, je finis très vite avec Rami Shas quand il a appelé le 27 septembre il a dit texto, les seuls porte-parole de peuple palestinien sont ceux qui sont dans les tunnels de Gaza aujourd'hui. Ça, autrement dit, le Hamas. Oui. Deuxièmement, Elias Demzalen, le terroriste qui a appelé à l'intifada. C'est pas un soutien à la cause palestinienne, c'est un soutien au Hamas, parce qu'on peut soutenir la cause palestinienne évidemment, et soutenir l'OLP, la Cisjordanie, même s'ils sont très décriés aujourd'hui. On peut aussi soutenir ce qu'on fait aujourd'hui, ce que je fais, je tiens à préciser, c'est que c'est pour soutenir les musulmans en France qui sont pris en otage de la part de la France insoumise. Ce n'est pas contre les musulmans, mais c'est pour les musulmans. Et effectivement, on peut soutenir la Palestine sans soutenir, évidemment, en fait, le Hamas. D'ailleurs, moi je trouve que c'est contradictoire. On ne peut pas soutenir les Palestiniens en soutenant les Hamas, parce que même les Palestiniens, ils ne boivent plus de ce mouvement. On a beaucoup de témoignages venant de Gaza que le Hamas, c'est eux qui ont commis cette guerre, c'est eux qui ont fait n'importe quoi, c'est eux qui ont détruit ce territoire. Oui. Donc, effectivement, là, le débat aujourd'hui, est-ce que quand on appelle à détruire Israël... Est-ce que c'est antisémite ? Justement. Ça, c'est... là, d'ailleurs, on n'a plus besoin des preuves. On a des centaines et des centaines de slogans qui appellent à détruire Israël. Est-ce que c'est antisémite ? À mon avis, c'est un État où se trouve 75% de sa population sont des Juifs.
Donc appelons à la détruire. Par exemple, quand ils répètent en arabe, ça c'est partout sur les manifs, quand ils disent de l'eau à l'eau, la Palestine est arabe. Donc ce n'est pas seulement antisémite, mais aussi anti toutes les communautés. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment éliminer tout le monde, installer une population arabe. Mais imaginons-nous l'inverse de l'antisémitisme israélien. Ça veut dire qu'on va aussi éliminer les Arabes. Donc moi je trouve que c'est raciste et antisémite. Alors, c'est ce que vous trouvez, mais ce qui est intéressant, c'est que vous dire qu'il y a quand même des slogans qui ont dit en arabe, notamment dire les juifs, et que la traduction, par exemple, si je vous suis, des insoumis, c'est de dire les Israéliens. C'est pas l'insoumis, en fait, c'est Omar Soumi, c'est les traducteurs qui évitent de dire des juifs parce qu'ils savent que s'ils disent ça. C'est pas les insoumis qui disent ça. C'est pas les insoumis qui disent ça, clairement, mais les insoumis répètent. Ouais. On a franchi, en tout cas, ce qui est vrai, un cap, et vous le racontez très bien, le 3 novembre dernier, avec un certain Omar Al-Soumi qui lance « Est-ce qu'on est d'accord pour continuer à être ce déluge d'Al-Aqsa ». Le déluge d'Al-Aqsa, c'est le Hamas qui l'a nommé le massacre de 7 octobre par son nom. Et je pense que lui, c'est pur antisémite, c'est pur soutenant de Hamas, bien sûr. Et c'est un massacre. Donc, c'est un massacre, évidemment. Combien on a tué plus que 1200, si on ne trompe pas, en 1400 juifs, basques juifs, le 7 octobre. Et Omar Al-Soumi, il encourage ces gens à continuer. Donc, si ce n'est pas l'antisémitisme, alors qu'est-ce que c'est ? Omar Al-Soumi, quand il lance ça, le fait, donc vous le dites, le 3 novembre dernier, et on note ce jour-là, signalez-vous, la présence de Mathilde Panot, présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale, et de Clémence Guettet, vice-présidente LFI de l'Assemblée nationale. Tout à fait, évidemment. Ils étaient brûlants avec Manon Audry. Avec Manon Aubry, qui était tête de liste insoumise lors des dernières élections européennes et des élections précédentes. Vous le disiez tout à l'heure, il y a une association qui fait le trait d'union, et on l'a vu avec Omar Al-Soumi, avec les islamistes des Frères musulmans et les insoumis, c'est Urgence Palestine. On retrouve d'ailleurs une autre tête connue, enfin en tous les cas qui a acquis une notoriété à ce moment-là, c'est Elias Immalzen. Elias Imzalem, c'est le conseiller politique d'Urgence Palestine. Il se représente comme un néo-salafiste. C'est lui qui appelle à l'intifada, d'ailleurs, dans une de ses manifestations. C'était la manifestation le 8 septembre, place de la Nation. J'ai filmé ce qu'il a dit. Il a dit 3 choses très violentes. Ce n'est pas l'intifada le plus grave. C'est l'intifada qui a fait le bruit. Mais elle a dit d'autres choses. Il a salué ceux qui renversent les Merkava. Les Merkava, c'est les blindés israéliennes aujourd'hui. Ça veut dire qu'il a salué le Hamas, très clairement. Et troisième chose, il a appelé à faire la prière à l'avenir dans la mosquée Al-Aqsa, il a dit mosquée de l'Aqsa, à Jérusalem, à l'avenir. Ça veut dire que c'est vraiment les trois, le condamnent comme un appel à l'antisémitisme. Je filme ces vidéos, je les poste sur X, surtout l'Intifada, et il y avait une association qui a porté plainte contre Elias Imzalem. J'étais appelé au tribunal de Paris pour témoigner contre Imzalem. Je l'ai fait et j'ai fait les autres vidéos parce que nous, on est engagés. On ne le fait pas pour avoir des avantages. Je savais que ça va m'emmener des ennuis, etc. Plus tard, je reçois, surtout le jour de procès d'Imzalem, et je termine avec ceci, le 23 octobre, des insultes, d'intimidation et des menaces. Personne de ces politiciens qui se tient, ces militants, m'a soutenu. Mais voilà, donc... Merci, effectivement, ces images, on les a notamment diffusées dans cette émission et elles ont justement servi à documenter tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Merci beaucoup Omar Youssef Souleiman. Vos révélations votre enquête est passionnante, vos révélations sont à lire dans le nouveau numéro du Figaro Magazine. Je signale également votre livre Être français, c'est absolument à lire. Et puis une pensée pour notre ami commun, Boualem Sansal, dont nous sommes sans nouvelles depuis plusieurs jours. Et vous étiez avec lui notamment au mois d'avril dernier. Au mois d'avril, l'escale de livre, c'est un grand homme, on se tient en espérant qu'il sera libéré le plus vite possible du régime policier algérien. Merci beaucoup. Toutes nos infos à lire d'ailleurs sur ce sujet dans l'édition de ce vendredi. On se retrouve nous lundi avec Anne-Emmanuel Isaac.